Salut, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu veux du lead, du trafic, de l'acquisition. Donc cette vidéo, c'est le CEO Live Talk, c'est le podcast du CEO Club. Le CEO Club, c'est le club des dirigeants qui font entre 100 000 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque mois, nous parlons d'une thématique qui touche les dirigeants parce que c'est crucial pour toi de prendre les bonnes décisions pour driver et faire croître ton business. Donc aujourd'hui, on va parler acquisition. L'acquisition, c'est essentiel. C'est quels sont les canaux qui marchent en acquisition, quels sont les KPIs, quels sont les budgets à avoir et surtout, à qui s'adresse l'acquisition en ligne et est-ce que ça marche. Donc, je te laisse découvrir ce CEO Live Talk et si tu veux en savoir plus sur le CEO Club, tu peux cliquer dans le lien pour aller sur notre site internet. Allez, très bonne discussion et on se retrouve avec mes 4 invités. Bienvenue ce soir tous les quatre, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble pour un CEO Live Talk sur le thème de l'acquisition digitale. Donc comment générer des leads, des prospects, des clients sur tous les sites internet, blogs, formulaires, réseaux sociaux. Et en tout cas, je suis ravi de vous accueillir ce soir parce que c'est la première fois qu'on fait un live avec 4 invités d'exception. Donc, je vais vous demander de vous présenter chacun et qu'est-ce que vous faites par rapport à l'acquisition digitale. Michael, à toi l'honneur. Alors, je suis Michael, le fondateur de AdRank. Chez AdRank, on va révolutionner la visibilité digitale des TPE et des PME. L'idée, c'est de permettre d'utiliser le plein potentiel du digital pour générer des prises de contact qualifiées. On va vraiment amener de la qualité et utiliser le budget à son plein potentiel. Ok, merci. Bonjour, Paul. Moi, j'ai eu la chance de bosser dans le digital depuis 25 ans. J'ai commencé il y a très longtemps. Donc, 25 ans, c'était encore le début chez eBay où j'ai pu voir pas mal de choses intéressantes et différentes entreprises 2 fois moins chères, Groupon, Gorillaz. Donc, j'ai connu des boîtes en hyper croissance et aussi des boîtes où chaque euro est compté et doit être justifié pour être dépensé. Donc, j'ai eu la chance de bosser avec énormément de solutions, énormément de talents et de voir beaucoup de choses. Donc, ravi d'être ici. Merci Paul. Alexia. Donc moi, je suis Alexia Heury, spécialiste en gross marketing durable, autrice du livre Le guide pratique du gross marketing durable, coach, formatrice et CMO de la plateforme d'investissement participatif qui s'appelle WeTechPart, qui est dédiée à la clean tech et la climate tech. Merci. Bonjour, donc Tom Tréhard, directeur général d'Eskimos. On opère dans 5 pays d'Europe sur des sujets acquisition digitale. On adresse différents sujets et practices, donc SEO, SIA, social. Et ravi d'être là aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les 4. Alors, on va commencer par un petit jeu. Je vais vous poser une question et vous allez me dire à chacun de vos tours est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Première question, le SEO est mort, Michael. Alors, c'est moins mon expertise que Tom, mais je pense que le SEO est en mutation. Donc, le SEO qu'on faisait il y a quelques années va disparaître progressivement. On va intégrer de l'IA. D'ailleurs, IA Overview dans Google qui va être une nouveauté. On est les derniers en France à ne pas l'avoir encore. Le monde entier l'utilise déjà. Mais je pense que ça va évoluer et que ça va être encore plus fort dans les années à venir. Donc, faux. Donc, faux. Paul, le CEO est mort. C'est faux. C'est faux. Et ça évolue. D'accord. Alexia. C'est faux et moi, j'y crois encore, mais effectivement, je pense que ça va prendre d'autres chemins et j'ai hâte d'ailleurs de voir la suite. Non, le SEO n'est pas mort, il évolue. Moi, quand je suis rentré dans le SEO, c'était il y a 10 ans. Et on disait déjà le SEO est mort. Donc, c'est une vieille marotte en marketing digital et il n'est fait qu'évoluer. Et le SEO, pour survivre, doit s'adapter aux nouvelles contraintes et aux évolutions dans la recherche en ligne. Question numéro 2. Vrai ou faux, l'IA va remplacer les agences d'acquisition. La réponse est bien entendu faux. L'IA va aider à aller chercher de nouvelles opportunités business via les agences d'acquisition. Ça, c'est important de se positionner dès maintenant là-dessus pour profiter de cette opportunité. On va vivre ce qu'on a vécu il y a 15 ans quand Google Ads a commencé vraiment à se développer. On a la chance d'être la génération à connaître ça dans les années à venir. L'IA va faire évoluer les agences. Et certaines agences vont très bien l'utiliser, vont savoir l'exploiter au maximum et en rendre un outil incontournable. Et d'autres vont rater cette fameuse évolution et vont rater le coche. Et c'est pareil pour les marques. C'est aujourd'hui un challenge, c'est un outil dont il faut apprendre à se servir et comment on l'intègre. Mais non, les agences, on aura toujours besoin d'experts extrêmement pointus sur un sujet qui sauront le maîtriser beaucoup mieux que les gens en interne. Moi, je pense que l'IA ne pourra jamais remplacer la relation humaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste dans un monde où on est avec des humains. Donc, pour ça, ça va être important d'utiliser ce nouvel outil, comme tous les nouveaux outils qui arrivent sur un marché. Et aujourd'hui, oui, c'est incontournable. Mais après, je pense que ça ne remplacera pas des agents d'acquisition. Non, au contraire, ça les booste. Moi, je dirais que l'IA, elle facilite le travail des agences. Quand à une époque, on avait besoin de beaucoup de ressources pour créer une bannière pour nos campagnes social ads, par exemple. Aujourd'hui, en quelques clics,
sans avoir à passer par un designer, et ben, on peut créer cette bannière-là. Pareil pour un contenu en SEO où on passait beaucoup de temps à rédiger des textes quand on faisait du SEO. Aujourd'hui, l'IA permet de faire des textes qualitatifs. Et du coup, en fait, l'IA, elle décuple la force des boîtes. C'est-à-dire que pour arriver à batailler, quand on est une société et qu'on veut émerger dans ce nouveau monde fait d'IA, eh ben, il faut créer encore plus de contenu et le créer en accord avec ses objectifs business. Donc en fait, le métier, il change. On tue la commodité finalement. Écrire un texte, est-ce que c'est ça qu'attendaient nos clients? Est-ce que les clients d'une agence SEO attendaient de l'agence qu'elle écrive un texte ou que l'agence produise des résultats? Je pense qu'on va recentrer vraiment les débats entre clients et agences autour de la production de résultats et de la posture qu'ont les agences à être des business partners de leurs clients, à bien comprendre les enjeux de leurs clients, à y répondre avec du concret. Merci. Alors, j'ai une question pour Paul. Super. Ça, c'est sur un vrai ou faux. Tu demanderais de me dire vrai ou faux. Et je peux te laisser une phrase pour argumenter. Parce que tu es quelqu'un qui a géré des budgets marketing assez importants. Il faut absolument un gros budget pour avoir des résultats. Vrai ou faux? Alors, j'ai géré des budgets très peu importants et des budgets très importants. Et non, c'est vraiment le budget, c'est comment tu l'alloues et comment tu vas atteindre ton résultat. En aucun cas, il faut un énorme budget. C'est souvent même plutôt un problème parce que quand on a trop d'argent, on le dépense trop vite, trop rapidement et on ne sait pas où chaque euro va. On est des commerçants pour la plupart et c'est un business de centimier. Combien je dépense par centime pour savoir combien ça rapporte. Et ça, c'est vraiment une valeur qu'il faut avoir. Et les budgets, ils se gagnent. Forcément, quand tu lèves 1,3 milliard, quand tu es Gorillaz et qu'il y a une guerre, les budgets, ils tombent. Let the money rain. Mais 6 mois après, on savait que ça allait commencer à couper. Et c'est beaucoup plus compliqué de couper que de surinvestir. Ouais. Et voilà, donc les budgets, on a tous des contraintes. Mais parfois, avoir un énorme budget, ça paraît très bien sur le papier, mais c'est parfois plus dur à gérer encore. C'est plus dur de rouler en Dacia quand tu as fait la Lamborghini que l'inverse. Alors Alexia, une question pour toi, vrai ou faux? Spécialement pour toi, le gros éthique, c'est pour les bisounours. Vrai ou faux? C'est faux. Je vis pas dans le monde des bisounours. Et j'y crois vraiment. Et puis, ça marche. Voilà. Ça se vérifie sur le terrain, simplement. On ne peut pas tout le temps être dans l'hypercroissance. Et si on regarde les chiffres, le nombre d'entreprises qui vraiment arrivent à survivre après 2 ans, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Donc, c'est peut-être ce qui est relayé, malheureusement, mais ce n'est pas la réalité du terrain. D'accord. Merci en tout cas pour vos vrais ou faux, hyper intéressant. Alors on va passer sur la première partie de ce live talk. On va parler de à qui on parle. Qui a besoin de stratégie d'acquisition? Est-ce que c'est des PME? Est-ce que c'est des grands groupes? Est-ce que c'est des indépendants? Est-ce que c'est des scale-up? Est-ce que des startups? Parce que l'acquisition digitale, on entend parler à toutes les sauces, mais qui a vraiment besoin? Est-ce que dans vos histoires, dans vos clients, dans vos expériences, vous avez identifié dans vos verticales et vos expertises un type de client d'entreprise qui a nécessairement besoin de vos services en acquisition digitale? Qui veut commencer? C'est évident que toute entreprise a besoin de faire de l'acquisition et aujourd'hui, la croissance est digitale. Donc, ça va ensemble. La question, c'est pourquoi ça va être utile? Par exemple, une entreprise française ou une entreprise étrangère qui souhaite lancer un nouveau produit, grâce au digital, elle va pouvoir faire de l'A/B testing. Ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir adapter votre produit, le tester et peut-être le modifier en fonction des retours que vous allez avoir sur les CTR, sur votre ROI et peut-être éviter des grosses problématiques qu'il y aurait eu derrière. Je veux scaler ou je suis une PME, évidemment que je veux du contact qualitatif et donc je vais utiliser le digital pour ça. Je suis une grosse boîte et je veux continuer à grandir aussi, mais même Ikea, je veux faire du branding, je veux être top of mind. À chaque fois qu'on parle d'une armoire, je veux penser à Ikea. Le digital est aussi un relais là-dessus. Donc en fait, le digital, c'est pour toutes les boîtes. C'est plus qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi on en a besoin. Je rajouterai un point, c'est tous les clients sont sur le digital. Aujourd'hui, tout le monde est équipé, tout le monde se connecte. Donc, c'est plus une question, il faut en faire. Et je te rejoins totalement, c'est pourquoi, quelle cible et quel persona on vise. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde est sur le digital. Comment on va les trouver? Comment on va activer les résultats les plus efficaces pour son business à un moment donné? On n'a pas les mêmes objectifs, comme tu disais, au moment d'un lancement, quand on a une hyper concurrence, quand on a un marché bien défini. Donc, le digital permet de faire énormément de tests et de trouver son marché et de l'adresser. Tu as une stat de fou qui est sortie de Google. 8 achats sur 10 démarrent par une recherche sur Internet, que ce soit des produits ou des services, ou que ce soit en physique. C'est-à-dire que même avant d'aller dans une boutique, tu vas taper son nom par réflexe sur Internet, et sur le search généralement. Donc il y a un vrai impact. Et 98% des gens qui vont sur une page produit n'achètent pas directement.
J'avais je montrais beaucoup de ça à pas mal de clients quand j'advisais pas mal de boîtes. Et j'en montais toujours les circuits des 3 points en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux acheter un produit, d'abord tu vas chez le fournisseur, donc tu regardes la page effectivement du produit en lui-même. Après, tu vas chez le comparatif. Donc par exemple, si tu veux une assurance, qui sont les autres qui font les mêmes assurances. Et le troisième point, c'est qu'est-ce qu'en pensent les consommateurs. Et en fait, tu as ces 3 points-là. Et c'est vrai que hormis faire du digital, c'est compliqué. Tu peux rajouter qu'est-ce que font mes concurrents à côté. Il y a plein de choses. Bon, est-ce qu'il faut faire de l'acquisition digitale? Je pense que la réponse est oui, et un peu dans peu importe la configuration de la boîte, que ce soit un grand groupe, bon, ils y sont déjà, hein, ils en font déjà tous. Peut-être qu'on s'adresse ici à des boîtes beaucoup plus petites qui se posent la question. Moi, je dirais que en fait, plus les budgets sont petits et plus l'équipe en interne est petite, plus il faut arriver à identifier peut-être le canal le plus juteux. Il vaut mieux être très très fort sur un canal d'acquisition que se disperser. Il y a parfois le syndrome des bons élèves dans les boîtes qui disent on m'a dit qu'il fallait faire un peu de SEO, et puis il paraît qu'il faut être sur TikTok, et il faut aussi monter une page sur Instagram, et puis il faut faire des posts LinkedIn avec sa page entreprise. Je pense qu'il y a dans ce cas-là un vrai risque de dispersion à être bon nulle part. Quand une boîte est petite, elle peut se contenter d'être très forte sur un levier et l'exploiter à fond pour passer des étapes, et puis après elle grossit, elle a besoin de faire plus de clients pour continuer à croître, et dans ces cas-là, elle va aller explorer d'autres canaux. J'ai vu hier sur LinkedIn une histoire, il y a une entreprise, un SaaS, qui a fait 1 million d'ARR en l'espace de quelques mois, juste en publiant sur Reddit. Reddit, c'est un forum qui est très populaire aux États-Unis. Le seul canal d'acquisition de cette boîte, ça a été Reddit. Comme quoi, il faut aussi parfois savoir sortir des sentiers battus, se dire, OK, je vais exploiter un canal, être bon dessus, en tirer parti avant de penser à scaler. Mais ça, je pense que c'est toute la magie justement du digital, c'est que ton terrain de jeu, il s'est vachement agrandi. Et après, pour moi, la question, c'est pas qui doit le faire, c'est comment on doit le faire aujourd'hui. Et aussi, on travaille tous finalement sur la maturité de ton prospect qui potentiellement va devenir client. Et aujourd'hui, pour pouvoir le nurturer, grâce au digital, c'est beaucoup plus facile, même créer une expérience et travailler. Enfin, moi, je crois beaucoup au marketing conversationnel et à l'expérience. Et en fait, avec le digital, tu peux vraiment le faire. Après, bien sûr, moi, je mets ma casquette d'impact. C'est quel impact tu as, quelle data, et comment tu le fais de manière à ce que tu sois plus respectueux de ton environnement. Et juste pour rebondir sur ta stat tout à l'heure, où 98% des gens qui passent par une page produit n'achètent pas le produit. Pas directement. Ils vont Pas peut-être directement. Mais justement, c'est en fait ce qu'on observe de plus en plus dans les parcours d'achat, c'est que l'entonnoir classique tel qu'on le connaissait est un peu mort, où il y avait avant l'awareness, la considération, l'achat et la recommandation. Aujourd'hui, il y a de nouveaux modèles qui émergent, notamment celui des 4S qui a été publié par BCG, qui dit que déjà les parcours d'achat sont assez intraçables, et qu'en fait il s'agit d'être présent à 4 moments cruciaux, c'est-à-dire le search, le shop, le scroll et le stream. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à répondre à ce parcours d'achat qui est déstructuré. Tu peux nous détailler un peu le 4S? Le search, donc c'est les moteurs de recherche. Le stream, ça va être la diffusion de contenu. Donc aujourd'hui, YouTube est la première chaîne de télévision au monde. Le shop, il se diversifie aussi, c'est-à-dire que les sites internet sont en train de perdre du terrain face au marketplace. Il y a un Français sur 2 qui, au période de Noël, commence ses achats par Amazon. Il y a TikTok qui lance TikTok Shop, qui est une marketplace aussi, qui a vocation à court-circuiter le site internet. Et j'en oublie un, le scroll. Enfin, on passe plus de temps sur Instagram et TikTok dans une journée que sur Google. Donc, c'est dire à quel point c'est un peu contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, où je conseillais aux petites boîtes de se concentrer sur un canal et d'être fortes dessus. Plus les budgets sont importants et plus les ambitions sont grandes, plus au final on doit arriver à se diversifier, à faire sa place dans ce qu'on nomme chez Eskimos le global search. Vas-y. Après, moi, je pense que le parcours d'achat, il s'est surtout beaucoup complexifié et que tu as aujourd'hui plein de parasites qui arrivent dans ton parcours client qui font que potentiellement, tu peux perdre une vente.
Et là-dessus, je pense que tout ce qui est autorité, réassurance est hyper important, puisqu'en fait, très très vite, tu peux arriver justement, il parlait de l'ancien entonnoir presque au bout et tu vas signer. Et en fait, il y a un truc qui arrive qui fait que finalement, tu te désistes. Donc ça va être aussi important de travailler sur tout, ta marque, ton branding, ton authenticité, toute ta crédibilité en fait, justement au niveau digital. Donc important de travailler aussi tout ce qui est un peu e-réputation, je pense. Tu m'avais dit, effectivement, Alexa, tu travailles beaucoup sur le marketing durable. Ouais. Et on est sur la partie de à qui on s'adresse, qui aujourd'hui fait du marketing durable et pourquoi ils arrivent à cette logique de marketing durable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Alors, qui et pourquoi? Qui, je pense pas assez de gens. Ensuite, je pense que les grands groupes sont un peu obligés d'en faire, enfin, de travailler en tout cas sur une partie qui est plus impact, plus RSE. Mais je crois que si tu es vraiment sur le terrain et tu vois ce qui se passe, tu te rends bien compte qu'il y a un moment, quand tu vas aller chercher les émotions, l'authenticité chez une marque, tu vas travailler la consistance au niveau de ton branding. En fait, tu es obligé de te tourner vers quelque chose de plus responsable. Mais ensuite, la réalité, c'est que tu dois avoir des datas et dans tes campagnes que tu vas mettre en place, il va falloir choisir. Choisir, c'est renoncer. Donc, justement, quand on disait, il y a une marque qui s'est concentrée sur un canal, moi, j'y crois beaucoup. Parce qu'en fait, tu es beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus qualitatif et tu t'adresses aux bonnes personnes et puis tu as ton message au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Paul, tu m'avais Non, parlé, Mickaël, tu avais un... Ouais, pour rebondir à ce qu'on disait, en fait, c'est vraiment passionnant et je dirais même excitant parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'unique. Aujourd'hui, le parcours d'achat, bon, c'était facile parce que les 10 dernières années, c'était assez concret, basique. Il est en train d'exploser. Concrètement, c'est en train vraiment d'aller dans tous les sens. Et on passe sur quelque chose d'assez omnicanal. Donc, je vais regarder une vidéo, je vais me préchauffer avec une vidéo sur YouTube, je vais aller dans les réseaux sociaux avec une pub sur X pour aller faire une recherche et voir apparaître Y. Et donc, aujourd'hui, il faut être présent sur tous les réseaux ou être très fort sur certains réseaux. Mais on est en train, aujourd'hui, de vivre une réorientation et une inventation, c'est pas français, mais on est en train d'inventer le nouveau parcours d'achat. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à trouver le bon lead au bon moment. Et ça, aujourd'hui, il faut être multicanal et même omnicanal. Et ça, c'est essentiel. Et nous, on est très... chez Adrien, on est impatient parce qu'on voit les usages qui sont en train de se créer. Je regardais une stat. ChatGPT, aujourd'hui, c'est 1,3% du search. Ça n'existait pas il y a 1 an. Et dans 2 ans, on dit que dans quelques mois, ça aura dépassé Bing en termes de volume de recherche. Donc, on est en train vraiment de vivre une révolution en termes de recherche et de génération de prise de contact. Donc, si je résume un petit peu de ce que vous dites aujourd'hui, qui doit s'intéresser à la question digitale et qui peut en faire? Il faut déjà, 1, prendre en compte l'IA, 2, être multicanal, et 3, éventuellement, avoir un bon CMO qui gère tous ces canaux-là. Est-ce que c'est vrai? Il faut surtout avoir une stratégie très claire et savoir ce qu'on veut faire sur le digital et commencer un peu par l'escalier. On commence par les points importants. Il faut avoir un site qui est nickel parce que sinon, on va perdre des ventes. Il faut revenir back to basic. Il y a un moment, il faut regarder les fuites. Il ne faut pas tout faire et effectivement, quitte à se perdre et devenir pas très bon. En fonction de ta stratégie, tu construis brique après brique, tu les fais progresser et tu traques pour être sûr que toutes tes datas soient là et soient bien en ligne avec ta courbe de progression que tu souhaites. Le pire, c'est de se lancer surtout en même temps et de le faire un peu en essayant d'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des agences, et on parlait des agences qui vont mourir ou pas mourir. Non. 100%. Quand on lance un nouveau sujet, nous, chez Groupon, on a fait la première campagne offline, parce que Groupon, on n'avait jamais fait de offline, et on s'est accompagné de gens qui savaient faire du offline. Quand tu ne sais pas faire une affiche dans le métro, quand tu ne sais pas acheter de la visibilité dans le métro, tu n'es pas bon. Et tu vas faire des erreurs, tu vas perdre 3 semaines, tu vas perdre 4 semaines, et tes résultats ne seront pas bons. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de le faire en fonction des sujets. Et Groupon a fait sa première campagne, je pense, au bout de 8 ans, en offline. Alors qu'on avait des concurrents qui levaient, qui se lançaient directement en offline parce qu'ils achetaient, ils se faisaient plaisir. J'ai vu qu'il y avait Apple là, qui refaisait des campagnes dans le métro. C'est intéressant de voir. Oui, le métro, c'est un peu un truc statutaire que tu lances pour refaire parler. Et c'est après cette complémentarité. Donc Et puis pour travailler la marque aussi, je rebondis sur ce que tu disais, Alexia. Le fait de travailler la marque, c'est un actif qui n'a pas tellement de date de péremption à partir du moment où tu l'entretiens, et qui surtout est un exhausteur de campagne d'acquisition. C'est-à-dire qu'une campagne, le SEO, c'est sans marque, c'est compliqué d'émerger. Le SEO, on a souvent limité un des facteurs du SEO à l'autorité du site. L'autorité du site, c'est la marque. C'est à quel point ta marque est tapée, est populaire, est citée. Donc en France, on s'est souvent jeté sur des campagnes de netlinking pour arriver à simuler l'autorité. Quand outre-Atlantique ou outre-Manche, ça fait 5 ans qu'on n'achète plus de liens et qu'on fait du RP. Parce qu'on a compris que le RP allait amener du lien et allait travailler sur l'actif de marque. Donc, ce qu'il faut dire aussi,
C'est que pour pérenniser vraiment une stratégie d'acquisition, et je pense que c'est pareil sur Google Ads, c'est pareil sur Meta, c'est pareil sur TikTok, plus ta marque est forte et plus ton budget et ton ROAS sera grand. Ce qui est fou, c'est que du coup, l'IA est une révolution, mais on est en train de dire back to basics. Ah oui, c'est qu'on revient à des RP, on revient à des choses basiques pour nourrir l'IA. Figure-toi que justement, là, nous, on planche très fort sur ces sujets parce que justement, il y a, le trafic est en train de se déporter sur les moteurs de Gen AI. Le facteur numéro 1 de ranking sur ChatGPT, c'est l'autorité du site, c'est à quel point il est cité sur des sources fiables. C'est pareil sur iOverview. Donc les sujets d'autorité, du coup de marque, vont être prépondérants là, dans les années qui viennent pour tous les acteurs qui veulent obtenir de la performance sur le moteur de Gen AI. Et ensuite, moi, je pense que comme on est dans un monde un peu d'omnicanalité, si ton message il n'est pas consistant et si ta marque elle n'est pas reconnaissable, en fait, tu peux être sur plein de canaux différents, mais on ne peut pas te reconnaître. Donc ça aussi, c'est hyper important parce que si tu veux être partout, il faut qu'on puisse te reconnaître partout et t'identifier avec un message fort. La marque ou le dirigeant? Parce qu'on parlait beaucoup de branding, de Alors, personal en ce branding. moment, on est dans le CEO branding. Je pense que si tout le monde met des efforts, moi je pense que dans une entreprise, on est tous à la vente en fait. Il n'y a pas de sales, marketing, je sais pas quoi. Pour moi, on est tous vendeurs à notre façon, en fait, à notre niveau d'entreprise. Donc oui, le CEO, s'il peut se montrer, c'est très bien. Mais après, si d'autres personnes dans l'entreprise peuvent aussi prendre la voix et donner sa vision dans son département, je trouve ça génial. Après, ça va dépendre de la culture d'entreprise, en fait. Comment tu insuffles ça en tant que leader aussi. Peut-être qu'il y a des personnes, des CEO qui ont envie de donner la parole aux autres, d'autres moins. Donc ça, après, ça se discute en fonction du mindset. Alors, pour justement terminer cette partie sur qui a besoin d'acquisition et quel type d'entreprise utilise l'acquisition à quel stade, j'ai une question pour vous. Je vais vous demander de finir la phrase et on va débattre là-dessus. Alors, première phrase, l'entreprise qui n'a pas besoin d'acquisition, c'est celle qui... 3 petits points. Qui a trop de clients. Sur le problème. Qui a trop de clients. Moi, je finis la phrase, on m'a dit de finir la phrase, j'ai mis un point. En fait, tu n'as pas besoin d'acquisition à partir du moment où tu ne peux pas, dans tes opérations, prendre plus de clients. C'est-à-dire que si tu as des opérations qui te permettent, quand tu es Gorillaz, de livrer 1000 foyers dans une journée et que tu fais déjà, en termes d'acquisition, ce qu'il faut pour livrer ces 1000 foyers, tu peux couper les budgets et te déporter plutôt sur des actions qui ont vocation à durer dans le temps, donc travaille sur ta marque, sur ton SEO. Moi, je pense que c'est les entreprises qui ont décidé d'en faire leur marque de fabrique et qui justement jouent sur le fait qu'eux, ils ne communiqueront pas et donc ça crée une désirabilité. En tout cas, moi, j'ai travaillé très longtemps dans le secteur du luxe et là-dessus, pour le coup, oui, ça donnait envie à des clients d'y aller, quoi, puisque ça semblait être inaccessible. Donc peut-être que ça dépend aussi de ton secteur. Stratégie PNL. Ça marche. Autre phrase à compléter. Tu es dirigeant, tu lances un produit. Le premier réflexe marketing que tu dois avoir doit être de... Le tester. AB testing, ouais, 100%. Définir AB tes testing. clients. Il faut tester, itérer jusqu'à trouver la bonne recette, celle qui va permettre de closer, de rentrer du deal. Et dernière question, le piège quand on démarre l'acquisition, c'est de croire que... Il faut beaucoup d'argent. Que ça va tout révolutionner en 5 minutes. Ouais, que le téléphone va brûler. Alors ça, c'est un truc qu'on a avec des clients qui vont dépenser quelques centaines d'euros par mois. Donc ramener, on parle de 15-20 euros par jour. Et qui associe ça vraiment à un apport massif de clients. Alors que quand on prend un commerce et qu'on paye plusieurs milliers d'euros de loyer, c'est pareil. On doit attendre que le client potentiel rentre, on doit lui faire la vente. Et donc, il ne faut pas se tromper. Le digital, c'est pas une fontaine à miracles, c'est génial, c'est extraordinaire. Je pense qu'on a la chance vraiment de connaître ça parce que les générations d'avant n'ont pas connu ça. Aujourd'hui, je peux targeter une personne, je peux scraper Internet, quelqu'un qui veut mon produit ou mon service, l'amener sur mon site. C'est génial. Mais ça ne va pas révolutionner forcément mon business et en fonction de mes budgets aussi, ça peut prendre du temps. Donc, il faut être patient. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce live talk. On va parler des canaux. Parce qu'on a énormément de canaux à notre disposition, comme tu disais, Mickaël. Et on a la chance de vivre ça aujourd'hui parce que c'est vrai qu'avant, il fallait avoir une boutique, un fronton, un pas de porte. C'était quand même assez compliqué. Donc,
le SEO, le SIA, le content, le social, l'automation, etc., les ambassadeurs, ce sont plein de canaux différents. Est-ce que vous avez, dans vos expériences, un canal aujourd'hui où vous dites c'est absolument là-dessus qu'il faut aller parier demain parce que ça va tout péter? Pour pas être très original, je dirais les moteurs de GenAI. On disait tout à l'heure, nous on fait des études tous les mois, on a un baromètre du trafic GenAI et on observe tous les mois depuis 6 mois le trafic qui provient de ces moteurs-là sur les sites de plus de 400 clients. Ça a fait x6 en 6 mois concrètement, et en un an ça fait x30. Aujourd'hui, le trafic en provenance de ces moteurs-là, c'est 1,2%, comme tu le disais, du trafic search au global. Donc c'est encore infinitésimal, mais ça a quand même dépassé la barre des 1%. Et avec les courbes de progression qu'on constate, ça va aller chatouiller des parts de marché pour sûr. Et du coup, c'est un nouveau terrain de jeu, je pense, pour tout le monde, qui est assez excitant. Ouais, 100% là-dessus. Et d'ailleurs, Tom, toi, qu'est-ce que tu en penses? À partir de quel pourcentage de search ChatGPT va commencer à créer sa régie publicitaire pour qu'on puisse faire de l'ads dessus? Est-ce que ça arrivera? Je ne vois pas d'autres modèles possibles. Il y en a d'autres, mais en tout cas viables, puisqu'il y a des investisseurs derrière ChatGPT qui veulent aussi une rentabilité. À partir de quel pourcentage de search, à ton avis, on pourrait mettre de l'ads dedans? Est-ce que tu bides sur Bing? Non, parce que ça prend pas. Ouais, ils ont déjà essayé de le... Parce que ça prend pas. Donc Ouais. après, c'est à partir du moment où... Alors, il y a plusieurs choses aussi. Nous, on traque le trafic en provenance des moteurs de GenAI. Mais ces moteurs-là n'ont pas toujours vocation à envoyer du trafic. C'est-à-dire que Oui. le trafic qu'un site internet arrive à capter en provenance de ces moteurs, c'est pas représentatif de l'interaction que les marques ont avec les utilisateurs sur ChatGPT. Après, pour répondre à ta question, je pense que ça se compte en nombre d'utilisateurs, plus qu'en trafic généré. Et le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de ChatGPT, aujourd'hui, alors au jour où on se parle, ça égale celui de X. Ça vient d'égaler celui de X. Donc de toute façon, c'est une courbe qui est exponentielle, qui va ne faire que progresser dans les mois et les années à venir. Et Sam Altman aussi, il y a quelques jours, vient d'annoncer qu'il était quand même ouvert à l'ouverture. Il est en train de changer d'avis, je crois, voilà, là-dessus. il est en train de changer d'avis parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et pour rappel, les annonces, ça représente 60% du revenu d'Alphabet, les annonces Google Ads, encore à l'heure actuelle. Donc c'est un business qui est juteux et très vite, je pense, avant la fin de l'année, on va pouvoir expérimenter des campagnes paid sur ChatGPT. Et je crois que ça existe déjà sur Perplexity. Arrête-moi si je me trompe. Alors, sur Perplexity, j'en ai aucune idée, très sincèrement. Mais on parle, les rumeurs, c'est fin d'année. On va avoir la première régie. D'ailleurs, ils ont tenté Shopping. ChatGPT, on a pu peut-être le voir. Mais ça y est, Shopping, il y a les avis. Maintenant, on attend que la régie se monte comme derrière. Il ne faut pas oublier que c'est Microsoft qui a acheté une partie de ChatGPT. Donc, on peut utiliser Microsoft Ads comme interface. Elle est déjà prête. Il n'y a plus qu'à se lancer à ouvrir les canaux d'acquisition. Pour rebondir sur ce que tu disais, ce que je trouve passionnant, c'est qu'encore une fois, on vit une révolution. Pourquoi? Aujourd'hui, quand AI Overview est lancé, dans les pays où c'est lancé, 60% du trafic ne génère pas de clics. Il faut savoir que Google a créé tout son modèle autour des clics et des conversions. Donc là aussi, tout va changer. C'est que demain, ça va être l'impression et le fait d'être vu. Je donne un exemple très concret. Et ça aussi, c'est passionnant. Demain, je vais parler à ChatGPT ou à AI Overview et je vais lui dire, dis-moi quelle est la meilleure agence Google Ads. Bon, bien sûr, il va dire AdRank, mais c'est pas pour autant que je vais cliquer sur AdRank. Je vais apparaître en premier. Donc aujourd'hui, ça, il va falloir aussi le monétiser. C'est plus du clic, c'est plus de la redirection, mais en contrepartie, et c'est là où les RP prennent tout leur sens, c'est que je serai remonté premier parce que j'ai un site de qualité. Donc peut-être que l'UX va être mis de côté et que ça va être le contenu qui va être valorisé. Et là, on a un nouveau modèle qui se crée. C'est plus le clic sur ChatGPT que je vais faire payer, mais c'est l'impression. Et là aussi, comment je valorise une impression? Comment je sais la conversion que j'ai générée derrière une impression? On ne sait pas. Donc ça, on va découvrir ensemble ce nouveau modèle qui va être créé. On parle beaucoup d'innovation, d'IA. Je reviens sur Back to Basic. Moi, je crois vraiment à la fidélisation et au programme ambassadeur et à la recommandation. Souvent, en période de crise, quand l'acquisition commence à coûter un peu plus cher, on se dit, tiens, c'est dingue, j'ai plein de clients et je ne les utilise pas, que ce soit en B2B ou en B2C. Et on rappelle un peu ces bons clients quand c'est la crise. Donc je pense que ça, il faut vraiment l'avoir toujours en tête. Et il y a plein de choses. Je vois pas mal de réutilisation du wallet qui avait été un peu oublié. C'est le wallet qui était sur nos téléphones. Techniquement, le wallet, on les a tous sur nos téléphones. Et les gens l'utilisent plutôt comme une carte de feed ou comme une carte d'info pour ses billets d'avion. Mais il y a plein d'utilisations aujourd'hui plutôt sur de la pré-acquisition, sur ces fameux intentionnistes,
un peu comme Groupon le faisait en vendant des coupons pour faire venir les gens plus tard dans les magasins. C'est un bon moyen de communiquer un peu de façon asynchrone. Tu vois une offre, Wallet, qu'est-ce que tu dis par ton wallet? wallet où tu enregistres dans ton wallet un coupon, un bon, une carte de fidélité. Ah, comme Typiquement, une carte de sport ou un truc comme ouais. ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais une opération, on va prendre les pizzas avec des pizzas offertes ou des réductions. La personne va pouvoir le voir en passant, mais ça se trouve, il est 16h, il n'a pas du tout envie de manger une pizza. En revanche, il va l'enregistrer dans son wallet et finalement, tu peux le recontacter en lui envoyant des notifs, en lui rappelant qu'il a cette offre. Et c'est des coûts qui sont assez peu chers et c'est des clients avec qui tu parles avant même qu'ils aient commencé à acheter. Tu ne leur demandes pas de s'inscrire, tu ne leur demandes pas d'avoir leur mail, tu ne leur demandes pas d'avoir leurs coordonnées. Parce que les clients, je pense que c'est aussi une réalité. Effectivement, le parcours d'achat a changé. Mais pour obtenir un mail, un numéro de téléphone et une adresse, faut y aller. J'ai une question pour Alexia. Toi qui vois pas mal d'entreprises qui veulent être dans la durée, la pérennité, on a dit qu'il fallait être multicanal. Quelqu'un vient de voir en disant voilà, tu mets d'ailleurs que tu avais pas mal de clients dans des secteurs un petit peu concurrentiels et difficiles, comme la finance, l'immobilier, si je me souviens bien. Ouais. Si tu dois préparer. C'est des secteurs qui sont quand même assez... Il y a la concurrence, quoi, c'est des secteurs assez compliqués. C'est quoi l'éventail des canaux que tu peux lui proposer en disant voilà, j'ai A, B, C, D, E, et on va faire un mix de tout ça. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la besace? Alors, le mix de tout ça, ça va être un peu du sur-mesure quand même, parce que tu dois t'adapter aussi à ton secteur. Enfin, je veux dire, tu trouves pas des clients de la même manière dans la rénovation, dans l'immobilier, dans la finance durable. Après, tu as aussi des secteurs qui sont réglementés, parce que faire la publicité, c'est bien, mais tu peux pas la faire partout, n'importe comment aussi. Après, on va être sur les canaux qu'on connaît, hein, du SEO, du SEA, de l'affiliation aussi, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé ici, mais il y a l'affiliation qui a quand même beaucoup de performance. Après, tu vas avoir bien sûr les programmes ambassadeurs, le social selling, quand même, ça peut être important. Mais en fait, en gros, quand tu penses construire une stratégie d'acquisition avec un mindset de grosse marketing durable, c'est vraiment chirurgical, quoi. En fait, tu pars vraiment de mapper ton système d'acquisition et de travailler sur tout ce qui est l'intent data. Tout à l'heure, on parlait d'arriver au bon moment pour réussir à récupérer ton client. Moi, je crois beaucoup effectivement au levier de la rétention. Pour moi, c'est hyper important, puisque si tu le travailles dès le début, tu travailles ton engagement. Et en gros, moi, qu'est-ce que je prône, c'est créer de la valeur dans le temps. Et en fait, c'est à la fin, ok, tu auras de la rentabilité, bien sûr, ton impact positif créé qui doit être justifié par de la data, encore une fois. Hein. En gros, tu travailles qu'avec la data, tu pilotes ta croissance avec la data. Et donc, en fonction de ton persona, de ton parcours client et des outils que tu as et des canaux que tu vas choisir, mais pour moi en tout cas, tu peux pas commencer une V1 avec 5 canaux, c'est pas possible. C'est impossible. Tu veux rajouter quelque chose? Je trouve ça vachement bien que tu dises on peut pas commencer avec 5 canaux. Impossible. En tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on commence en grosse marketing durable, non. Et puis aussi, il y a toute une histoire de commencer avec ta raison d'être, ton why, qui doivent être en parallèle avec les ODD, les objectifs de développement durable, qui sont aujourd'hui au nombre de 17 et qui doivent avoir une résonance avec justement ton ADN, ton why, pour vraiment asseoir ton autorité de marque et travailler ton branding qui soit consistant et cohérent, quoi. Alors, on va faire un petit jeu. J'aime bien le jeu. Je vais vous demander, alors là, de ne pas argumenter, mais juste de dire je prends, je ne prends pas, j'achète pas. Okay. Et chacun à votre tour. Et après, on ira comptabiliser les points. Alors, j'achète ou j'achète pas? Une stratégie 100% LinkedIn. J'achète. Ça dépend. Ça dépend aussi. J'achète pas. Externaliser complètement ses ads. J'achète fort. J'achète avec rapport d'impact. J'achète. J'achète, évidemment. Miser sur TikTok en B2B. Moi, personnellement, j'achète pas, mais n'oubliez pas, je suis vraiment TPE, PME. Alors, il y en a pour qui ça peut être intéressant, mais aujourd'hui, j'achète pas. J'achète puisque nos clients achètent et que ça fonctionne. Je suis pas trop sûre du canal. Dans le cadre de Gorillaz, j'achète. J'achète ou j'achète pas. Rest in peace, Google.
Pas du tout. Alors, là encore, c'est hyper intéressant. C'est que, à la base, on pensait que ça allait être Google qui allait copier ChatGPT. Et on se rend compte là que c'est ChatGPT qui est en train de copier le modèle de Google. Donc non, on est vraiment sur une révolution et je pense que Google va muter et va évoluer. Je n'achète pas. C'est pas prioritaire pour l'instant. Je sais pas. Alors, dernière question. J'achète ou je n'achète pas. Lancer une newsletter de niche avant d'avoir un produit. Oh, c'est tellement de taf. Moi, j'achète pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire plus pertinentes avant. J'achète. J'achète parce que je pense que c'est du high learning. J'achète. Alors, pourquoi t'achètes? Parce que c'est, comme Alexia vient de le dire, c'est précieux. C'est peut-être du temps que tu vas pas passer dans un projet où tu vas t'embourber alors que tu n'arrives pas à te créer une audience, qu'il n'y a pas de market fit. Je trouve ça hyper intéressant. Et aujourd'hui, c'est des modèles de business qu'on voit de plus en plus. Des gens qui créent un média avant de leur adosser une offre à monétiser. Et à partir du moment en plus où tu as une audience, tu peux à peu près tout vendre en rapport avec le contenu que tu crées. Donc je trouve ça hyper smart. Et si demain je devais moi recommencer un business, c'est peut-être par le fait de me créer un média, une audience que je commencerai. Intéressant. Paul, j'ai une question pour toi. Tu as piloté pas mal de campagnes offline et online. Donc, pour rappel, offline, c'est en physique et online, c'est en digital. Comment ça fonctionne ensemble? C'est quoi le secret pour que ça marche? Alors déjà, c'est brand et performance, et c'est souvent des équipes un peu différentes qui soit se tirent la bourre, soit se tirent les budgets. C'est souvent ça le principal problème des grosses campagnes, c'est qu'il faut mettre tout le monde de manière en ligne avec l'ADN, avec la marque. Quand tu avais une marque comme Gorillaz qui était très marquée, très puissante et qui jouait là-dessus, et après tu parlais, Tom, de la partie opérationnelle, quoi. Il faut réfléchir à tout, parce que le offline a des temps un peu plus longs, le online vient en surcouche, et il y a toujours le côté, les équipes performance vont dire, regardez, la brand, ça coûte cher et ça rapporte rien, on ne peut pas traquer. Quand on fait de la brand, on va essayer de traquer, mais on va mettre des QR codes en coin d'une affiche à droite et ça va pas marcher parce que c'est pas fait pour ça, parce que personne dans le métro va sur des QR codes. C'est sympa de le mettre ou c'est chouette, mais la campagne de lancement de Groupon, on a eu 34 flashs du QR code. Mais bon, faut tester. Après, c'est toujours un peu cette guerre. Et donc, c'est hyper important sur des grosses campagnes qui associent brand. Et souvent, on dit le offline, c'est plutôt la brand et la performance, c'est dans le digital. C'est de bien redonner de la brand dans le digital et bien redonner de la performance dans le offline. Et on peut trouver de la performance dans le offline et elle peut vraiment enrichir. Vous vous souvenez, au moment du lancement des Dark Store et du Quick Commerce, il y avait des taxis aux couleurs de Gorillaz, Getir, Cajou et Flink absolument partout. Et c'est marrant, c'est qu'on a commencé à en faire, ils en ont fait, et finalement tout le monde se souvient des taxis. Et c'était hyper utile. Et voilà, donc il faut vraiment les coordonner et bien faire en sorte que les équipes s'alignent sur l'objectif de ces campagnes. Alors, c'est une très bonne transition pour la troisième partie. On va parler de ROI, de rendement, de KPI, etc. Et ça fait penser à une question. Tu as dit il y a eu 34 flashs d'affiches offline, donc dans le métro. C'était il y a 10 ans, quand même. 10 ans, oui. Mais aujourd'hui, je pense que ce serait quasiment à peu près pareil. Mais comment tu fais du coup pour savoir quand ça marche du offline ou pas? Parce que comme tu dis, le temps est plus long. Comment tu mesures? C'est toujours le grand sujet, c'est comment tu mesures ton offline. Mais après, tu attribues une partie de ton offline, tu regardes les impacts. Maintenant, la télé, tu peux regarder tout ce qui s'y passe, il n'y a plus aucun problème. Tu as des études aussi maintenant dans le métro, tu as quand même des études de passage, tu as des études de trafic. Et c'est là où les agences sont super utiles. C'est qu'ils vont te faire les feedbacks sur les campagnes précédentes qui ont pu avoir lieu, sur les retours, sur le retour quali, sur le retour d'image. On me parle rarement des pubs que j'ai fait sur Internet. En revanche, une campagne de taxi, une campagne de métro, si elle fonctionne, les gens t'en parlent. Ouais. Et il y a quand même ce retour-là qui est important. Donc, c'est forcément souvent le boulot d'agences qui vont apporter des études. Espérer avoir un tracking digital dans le offline, tout le monde a essayé. On parle des capteurs qu'on met, il y a plein de tests. Aujourd'hui, il ne faut pas essayer de traquer exactement. En revanche, il faut coordonner. En tout cas, moi, je pense que c'est un vrai impact. Comme tu disais, la brand est un multiplicateur d'effets digitaux. Donc, on a vu des campagnes 100% digitales qui marchaient moins bien quand elles n'étaient pas couplées avec du offline. D'accord. Alors du coup, on va parler dans cette troisième partie. Maintenant, on va parler de sous-sous. Donc les rendements, les KPIs, combien ça coûte, combien ça rapporte.
quels sont les budgets, etc. Donc, vous avez tous des expériences assez incroyables dans vos domaines par rapport à des budgets, soit de vos clients, soit vos propres budgets. J'aimerais bien vous entendre sur, est-ce que vous avez un exemple chacun d'un client, d'un projet que vous avez eu, où vous avez eu une énorme surprise sur le rendement de la campagne, sur le canal que vous aviez choisi ou les canaux que vous ayez choisis? C'est le nerf de la guerre, c'est les volumes de recherche et ce que vont déclencher ces volumes. Je sais qu'il y a quelques années, et toujours aujourd'hui, on accompagne énormément de cabinets d'avocats. Et sur certains cabinets d'avocats et sur certaines disciplines, on a fait faire x20 en termes de chiffre d'affaires à ces cabinets sur quelques milliers d'euros investis mensuellement. Donc là, ça peut changer concrètement des entreprises, Google Ads aussi, même si les coûts par clic ont tendance à augmenter. Aujourd'hui, s'il y a des volumes de recherche, s'ils sont précis et s'il y a une intention derrière, parce qu'on parle d'intentionnalité maintenant de plus en plus, très concrètement, ça peut être un facteur multiplicateur. Et d'ailleurs, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le Google Ads est très important. Vous investissez et la beauté, encore une fois, de notre métier, c'est qu'on peut savoir ce qui s'est passé. Puisque pour l'instant, on est sur un modèle au coût par clic. Donc moi, je suis capable de vous dire, aujourd'hui, je vous ai amené 1000 personnes qui recherchaient précisément votre produit ou votre service sur votre site Internet. Après, encore faut-il que le site soit bon et qu'il y ait une intention derrière. Mais du coup, c'est très concret ce qu'on fait. Et en ça, c'est une force. Donc, on a sur certaines expériences des très, très gros ROI, comme ces clients-là. Le e-commerce, pour moi, c'est un peu plus compliqué quand on a des produits à faible valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de repeat, si on n'arrive pas à faire revenir les clients, c'est dur, parce que les coûts par clic ont vraiment augmenté. Par contre, si on a du service ou si on a des produits à très forte valeur ajoutée, le canal d'acquisition Ads va permettre, en tout cas chez nous, Google Ads va permettre de faire entre x3 et x20 par rapport à son investissement, 3 à 6 mois après le démarrage de la campagne. Et avec l'IA, ça va être encore plus fort, puisque maintenant, on va aller chercher les longues traînes plus qu'avant. C'est-à-dire, avant, je vais travailler agence Google Ads. Maintenant, grâce à l'IA, on va voir qu'il y a une intentionnalité derrière agence Google Ads à Paris spécialisée pour les TPE de 5 salariés dans ce domaine-là. Très peu de recherche, mais des centaines de positionnements possibles nouveaux. Et on va aller se monétiser là-dessus et trouver des clients supplémentaires. Un exemple de client. Nous, alors on a plusieurs cas de figure, mais on a des clients qui stoppent leurs prestations SEO avec nous parce que ils sont satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus et étant donné que le SEO c'est un travail qui se pérennise dans le temps, ils décident de stopper leurs investissements parce qu'ils estiment recevoir suffisamment de leads via ce canal-là. Et puis on a aussi des clients qui parfois mettent sur pause des campagnes d'acquisition parce qu'ils ont une masse de leads à traiter qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc ça arrive très régulièrement. Puis on a des histoires aussi assez sympas de clients qu'on a fait complètement exploser grâce au SEO, au SIA et qui ont connu des très gros success stories ou qui ont réussi à valoriser leur boîte et à faire un bel exit. Donc c'est pas les use cases qui manquent, de campagnes qui décollent et qui génèrent beaucoup plus de revenus que ce qu'on avait même estimé au moment du lancement de la campagne. Moi, après, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que il est clairement prouvé qu'aujourd'hui, si tu es une entreprise ou une marque qui prend en compte la donnée environnementale, en fait, ton taux d'engagement, il va être plus important, ta rétention, elle va être plus forte, et en fait, tu auras une boucle vertueuse de croissance qui sera obligatoirement plus importante que des marques qui ne la prennent pas. Donc après, pour moi, c'est surtout, parce que comme je disais, moi, je ne suis pas dans l'hypercroissance et tout ça, c'est surtout d'intégrer des KPI de durabilité, en fait, dans ta data et dans tes dashboards pour qu'à la fin, tu puisses générer de la valeur. Aujourd'hui, on vit dans un monde de communauté, de diagnostic. Les gens, en fait, ils ont envie d'avoir une histoire, des produits sur mesure qui leur ressemblent. Et en fait, si tu les écoutes plus, et si tu es avec eux, et si tu es beaucoup plus transparent, surtout, je pense que la transparence, on en parle beaucoup, puis ça devient un peu galvaudé, il faut être transparent, etc., il faut être bienveillant. Mais en tout cas, l'audience qu'on a dans ces types d'entreprises, elles sont très sensibles à ça, et elles regardent, et elles savent lire des étiquettes et des petites intitulés sur des sites internet. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important. Les KPI de durabilité, on n'en voit pas, et on voit malheureusement que des KPI de performance. Tu peux nous donner un exemple de KPI de durabilité, du coup, c'est un peu plus concret Alors,
techniquement, par exemple, quand tu vas faire de la publicité, tu peux suivre en fait ton impact par rapport à ce que tu dépenses. Par exemple, quand tu vas faire un post qui va durer 24 heures et que tu vas faire un contenu SEO evergreen qui va durer, qui va être beaucoup plus pérenne, là, tu vas voir la différence. Le pourcentage de tech engagé que tu vas prendre dans ton entreprise, il y a plein de choses comme ça. Un KPI qu'on a, je pense, tous en commun, pour moi, qui est un des plus importants, c'est la CLTV. Je veux dire, plus ton client il reste, C'est quoi la CLTV? le Customer Lifetime Value, plus il reste longtemps à utiliser ta solution, à la promouvoir, plus tu es content, plus en fait tu as un ambassadeur. Donc ça, déjà, ça devrait être au numéro 1. Donc tu as plein de choses comme ça que tu après dois adapter à ton secteur et puis aux campagnes que tu fais, puisque peut-être que tout le monde ne fait pas des ads tout de suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je trouve que ça manque et c'est dommage que ces tableaux n'existent pas. En tout cas, pas assez à mon goût. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, il y a une espèce de malédiction du KPIs. On a tendance à se hyper focus sur un seul KPI en disant voilà, on va tous aller là-dedans. Et plus on se focus sur un seul KPI, plus du coup, le business se détériore parce qu'on dénigre tout le reste. Est-ce que, par exemple, toi, Paul, Mickaël ou Tom, vous avez eu des clients avec qui vous avez dit OK, on va regarder tel KPI et vous avez dû faire marche arrière en changeant de KPI, de focus pour justement ne pas détériorer le business sur l'acquisition? Les changements de KPI, c'est permanent pour gérer un business, surtout en lancement. Je reprends toujours l'exemple du quick commerce et des dark stores, des magasins de proximité dédiés à la livraison rapide, pardon. On regardait les KPI différents. Un KPI en lancement, c'est le téléchargement de l'app, parce qu'il faut être le premier en téléchargement pour générer ces fameux clients qui vont t'utiliser. On disait que c'était au bout de 4 ou 5 clients qui faisaient une commande. Et au bout de la 4e commande, on estimait qu'il était loqué, qu'on devenait l'app prioritaire et qu'il y avait l'app secondaire qui était celle, quand nous on bug, c'est l'app qui va remplacer. Et ces KPI, ils ont changé. On regardait l'acquisition et on avait des CAC hyper importants au tout début parce que c'était la prio, il fallait être le premier dans l'App Store. Ensuite, on a regardé forcément le panier moyen généré. On a eu plein de KPI différents et je te rejoins totalement, il ne faut pas se tromper de KPI focus et il faut savoir les expliquer aux gens qui prennent les décisions, que ce soit un CFO et de leur expliquer qu'il y a d'autres investissements et d'autres KPI qu'il faut regarder et les éduquer sur ce KPI. Le fondateur de Gorillaz, le téléchargement de l'app, c'était son obsession. Et on lui disait, oui, mais il faut investir en brand, il faut investir en marque, parce que voilà, on pourra toujours en faire, mais sans cette notoriété. Donc le KPI, il faut certainement pas se focuser sur un et apprendre à toutes les équipes, et on parlait tout à l'heure de faire la coordination des différentes équipes, expliquer aux autres équipes quel est l'intérêt d'un KPI. Un panier moyen va intéresser les équipes commerciales, le Kudak va intéresser la finance. Voilà, il y a plein de sujets hyper importants là-dessus, et pas en changer non plus tous les jours. Mais avoir un vrai tableau de bord bien structuré qui soit sur ces enjeux et l'objectif de la marque, et ensuite les faire évoluer. Chez Groupon, ça évolue tous les 3 mois. Chez Gorillaz, ça évolue tous les 3 mois. Au fait, ça me fait penser à une question. Ça devient quoi, Gorillaz? C'est ça l'intérêt, c'est que ça a beaucoup brûlé. Le business s'est totalement arrêté quasiment en Europe. Il y avait une vingtaine de concurrents qui sont lancés. On parle de 6 milliards d'euros levés dans le monde, 3 milliards chez GoPuff, 1,3 milliard. C'était sorti de Covid. C'était un business qui avait du sens, qui cartonne dans plein de marchés, qui avait un besoin client. Et après, il y a eu un surinvestissement. Après une consolidation, nous, on s'est associé avec Casino. Cajoo s'est associé avec Carrefour. Ils ont été rachetés par Flink. Nous, on a été rachetés par Getir. On avait racheté Frishti entre-temps. Et il y a une énorme consolidation. Et après, il y a eu ce qu'on appelle une crise, avec moins de liquidité, moins de financement, des questions qui se posaient. Et en France, particulièrement, et dans d'autres pays, des enjeux réglementaires sur ces fameux magasins de proximité dédiés à la livraison. Voilà. Il y a un peu une confusion, je pense, des acteurs qui nous ont mis dans la gig economy, qui nous ont vus comme des Uber, Deliveroo, alors que l'ensemble des livreurs des sites de quick commerce étaient salariés en CDI. Et ça, on pensait que c'était un KPI qui allait changer la perception des clients. Eh bien non. Le client et le citoyen sont deux personnes très différentes. Quand on leur demande est-ce que c'est bien qu'ils soient en CDI, ils disent super. Après, quand on leur demande ce que vous voulez, des promos. Donc, il n'y a pas... Non, mais il faut aussi ne pas se leurrer sur... C'est ça que moi je dis, le travail sur son persona et les clients qui sont utiles à ton business, c'est hyper important. Au début, on a ciblé les étudiants. En se disant, c'est bien, les étudiants, ça consomme, c'est sur le digital, etc. Le problème des étudiants, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent
qui sont plutôt radins et économes et qui vont utiliser tous les codes promo que tu vas leur distribuer. Alors, j'ai une histoire par rapport à ça de fou au bureau. T'as du- C'est que pendant le c'était juste après le Covid. Pardon. On a, on va dire 25 ans moyenne d'âge. Aujourd'hui, c'est plus 30 ans. S'il y a 3-4 ans, les salariés arrivaient tous les jours avec des sacs remplis Gorillaz. Et moi, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces sacs? Bah écoute, on a des flyers, on peut commander, je me rappelle plus c'était combien, 10 balles, 20 balles, gratuit. Et les livreurs défilaient toute la journée, donc ils ont dû écumer les levées de fonds avec ça. Et en fait, toute la journée, on recevait des glaces, des gâteaux, des bonbons, des boissons, parce que c'était gratuit. Bah, c'était la guerre de l'usage, de faire rentrer l'usage chez les C'était clients. Et après, on a réussi à faire monter le palier moyen. Mais c'était volontaire. Et Oui, effectivement, je donne encore des cours de temps en temps et les étudiants me disent on s'est nourri avec l'ensemble des sites parce qu'on faisait tous des promos un peu dans ce sens-là. Et c'est pour ça que forcément les codes promo marchaient, les offres marchaient, mais il y a un moment tu regardes ta rentabilité, tes clients et tu vois qu'ils ne sont pas fidèles. Ouais. Et donc on a arrêté de travailler sur la cible étudiante. Et on a travaillé plutôt les ménages qui faisaient des grosses commandes le dimanche soir pour préparer leurs courses de 3 jours et qui avaient des paniers moyens beaucoup plus importants. Donc c'est toujours en regardant, parfois c'était contre-intuitif. Et désolé pour les étudiants, vous êtes très sympas. Mais t'as nourri toute une génération d'étudiants, ça, sur le... Merci à toi. Mais ils sont radins. Alors, je vais vous demander de classer de 1 à 5. Donc, 1, c'est pas top, et 5, c'est génial. C'est différents KPIs. Donc, je vais vous dire les KPIs et vous me dites juste une note de 1 à 5 et après, on discutera sur les résultats. Donc, le premier KPIs, c'est le coût par clic ou par lead. 1 ou 5? C'était quoi 5? 1, pas bien. 5, Ouais. super. Bah, c'est par rapport à quoi, pas bien ou super? Est-ce que c'est un bon KPI? C'est un bon KPIs à mettre en lien avec le service ou le produit. Moi, coup par clic, je valide pas. Pour moi, c'est pas un bon KPI. Si tu le mets en lien avec le... Mais coup par lead, oui, mais coup par clic. Enfin, si Ah, c'est t'as un coup par intéressant clic- ce que tu dis. Si t'as un C'est coup par clic intéressant. très faible, mais que tu fais Alors- pas un lead dessus. Alors, c'est super intéressant. Je rejoins à 100% ce que tu dis. 50%, ça va être le clic, 50% du travail, et les 50%, ça va être le site internet. Donc, si le site internet est pas bon ou s'il y a des problématiques, et ça arrive souvent, on joue avec un trou dans la raquette. Donc, il faut valider d'avoir un bon site internet, aussi d'avoir des bons clics, parce que tu peux avoir des dérivés, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est la déperdition qui a rendu milliardaire Google, c'est qu'en réalité, Google ne vous positionne pas sur les mots-clés qu'on travaille, mais sur leurs dérivés. Donc, si les dérivés sont pas bons, le clic ne vaut rien. Alors que ça peut être... Oui, par exemple, vous voulez acheter un téléviseur 4K. Si vous travaillez le mot-clé d'une certaine façon, vous allez pouvoir apparaître sur location télévision 4K. Alors nous, on a plein de cas super marrants. Par exemple, agent de sécurité, ils apparaissaient sur sécurité sociale. Il faut savoir que ça peut représenter 80% des dépenses d'une campagne Google Ads. C'est ce qu'on appelle la déperdition. Ça ne se voit pas directement. Il faut maîtriser l'outil. C'est là que les agences sont sympathiques pour ça. Et on va voir sur quoi ils apparaissent. Donc si le clic est qualifié, si le site internet est bon, le CPC, à partir du moment où on connaît le produit, c'est un bon indicateur pour savoir si on se positionne ou pas. Il y a certains secteurs, et nous, on est là-dedans, mais par exemple, les clics sur agence Google Ads, ça coûte plusieurs dizaines d'euros parce que c'est un peu blacklisté. Il y a des métiers comme ça, électricien, plombier, serrurier, où ça peut atteindre 50 € du clic. Donc, on sait qu'il ne faut pas y aller si on n'a pas de rentabilité là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant comme indicateur. Ça peut être intéressant. C'est un bon indicateur qu'il faut regarder avec les autres indicateurs. Il faut le C'est regarder. un bon indicateur quand on clique sur un message responsable. 1 à 5. 1, c'est pas bien. 5, c'est extrêmement bien. Le taux de conversion sur les profils LinkedIn. Oui. Alors, taux de conversion sur LinkedIn, Il est sans j'explique. doute très bien, donc c'est pas Tu, ce que ça tu veut dire. as, tu as un profil LinkedIn, d'accord? Tu as un énorme problème. C'est que c'est un réseau social. Donc, tout le monde te voit, tout le monde regarde, tout le monde consomme. Mais est-ce que les gens derrière, il se passe quelque chose? Donc, est-ce que tu arrives à convertir sur ton profil LinkedIn? Est-ce que regarder la conversion, c'est plus important que regarder la visibilité? Moi, Cette optique de... je peux commencer peut-être à donner un élément de réponse. On est très présent sur LinkedIn avec Eskimos. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a très très peu de leads qu'on fait sur notre site internet qui proviennent en direct de LinkedIn. Encore une fois, les parcours de recherche ils sont un peu déstructurés aujourd'hui. Tu prends connaissance avec une société sur LinkedIn et puis rien ne t'empêche d'aller après sur Google pour arriver sur le site par un canal SEO ou par une annonce payante et de rentrer en contact avec la boîte directement sur son site internet. Donc, je dirais que si on est très présent sur LinkedIn, qu'on fait beaucoup d'impressions et qu'on fait aucun lead sur LinkedIn et en plus aucun lead sur son site, il faut s'inquiéter. Mais il ne faut pas avoir une vision
trop proche de la conversion quand on essaye de travailler son actif de marque et faire de la visibilité sur un réseau social en organique. Notre conclusion chez Adrank, c'est que vraiment on utilise aujourd'hui LinkedIn comme de la réassurance. C'est cette logique omnicanal. C'est que l'idée, c'est on a un prospect, il peut être plus ou moins chaud, et en voyant qu'on est actif sur LinkedIn, en voyant des événements auxquels on a pu participer, des posts, ça va jouer un rôle de réassurance qui vont faire que le client va closer. Mais c'est vrai que, comme toi, Tom, nous, on n'a pas trop de leads qui peuvent provenir de LinkedIn. On est moins présent qu'Eskimos, beaucoup moins, mais on n'en a pas beaucoup. Alors, notre KPI qu'on peut regarder, et j'aime bien regarder parce que je trouve ça intéressant, c'est le ratio entre trafic organique versus trafic payant. Est-ce que vous le regardez et est-ce que vous trouvez ça bien? De 1 à 5. Je dirais qu'il vaut mieux avoir un ratio qui penche pour le trafic organique parce que c'est gratuit. Ouais. Donc, si on a un trafic qui dépend à 80% du trafic payant, il y a des raisons de s'inquiéter, en tout cas de se dire comment je peux prendre le taureau par les cornes pour arriver à me construire un trafic organique qui va pouvoir me faire baisser quelque peu mes budgets acquisition. Ben, en fait, je rejoins complètement ce qu'il vient de dire. Moi, je vois plus le ad un peu comme un coup de boost aussi. Et tu peux pas, tout miser dessus. Donc, moi, je serais pour quand même plus de contenu organique. Mais de toute façon, en fait, dans la façon dont moi, j'ai pensé une acquisition, en fait, on va vraiment être sur nurturer, en fait, faire de la lead gen, récupérer des coordonnées et puis éduquer. Nous, on est vraiment sur de l'éducation, de la pédagogie et de l'engagement et de la communauté. Donc, voilà. Tu parlais des campagnes qui cartonnent. Je vais revenir à mes premiers amours. C'est un beau passage sur un JT de TF1 ou sur un Capital. Il n'y a pas de meilleur système pour booster tes chiffres d'un point de vue digital. Et je les ai vécus chez eBay, chez Groupon, chez Gorillaz. Ce genre de passage, c'est un impact direct. Donc forcément, regarder l'organique, ça me paraît important. Ou au podcast SEO. C'est vrai qu'il y a je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que plus il y aura de technologie, plus il y aura de digital, plus il y aura un besoin de réassurance via le physique. Et je trouve qu'on voit beaucoup plus d'événements qu'avant, qui prennent de beaucoup plus d'importance, notamment en ruisselant vers les médias, notamment via le digital, les vidéos, les podcasts, etc. Non, mais il y a ce que tu dis est juste, et il y a un besoin. Je pense que les marques ont aussi compris. On est sur un environnement digital qui est de plus en plus concurrencé. Enfin, moi, quand j'ai commencé en 2016 à faire du SEO, j'apprenais à mes prospects ce que voulait dire SEO. Aujourd'hui, on n'a pas fait l'exercice, on s'est présenté et tout le monde. Donc voilà, tout le monde s'y est mis. Et en fait, pour complémenter sa stratégie d'acquisition digitale, on a besoin d'aller sur du offline, on a besoin d'aller créer de la relation en physique parce que le digital à lui seul ne permet plus de faire une différence dans tous les cas quand on est sur des marchés qui sont très concurrencés ou qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux. J'aimerais revenir sur ce que tu disais par rapport au SEO SIA. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que dans des milieux concurrentiels, les 4 premiers résultats, c'est de l'ADS. Ensuite, vous avez la map. Et après, vous avez des résultats de référencement naturel. On va rajouter IA Overview. On sait que dans les autres pays, ça fait le crocodile. Pourquoi? Parce que ça fait la bouche du crocodile. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'impressions, mais beaucoup moins de clics. 30% en moins. Ça veut dire qu'un site qui faisait 10 000 visiteurs en naturel, il va en faire 7 000 dès qu'on va avoir l'IA qui va se mettre en place dans le moteur de recherche Google. Donc, n'oublions pas que pour une petite boîte qui a un budget autour de 1 000 €, se positionner premier ou deuxième en naturel, parce que c'est là où il va avoir des clics, c'est illusoire. Un agent immobilier ou plein, même un avocat, c'est illusoire et ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il va falloir acheter des backlinks, il va falloir créer du contenu et ça coûte du temps homme ou ça coûte des liens. Et acheter des liens qui ont une certaine réputation. Donc moi, j'appelle ça le lièvre et la tortue. Le SEO est essentiel. Il faut le faire, il faut faire un bon site internet avec une bonne stratégie SEO, c'est évident. Mais pour avoir des clients en continu quand on est une PME ou une TPE, il est évident qu'il faut faire de l'ADS pour générer en continu des prises de contact qualifiées. Et ça, on le voit. Et d'ailleurs, 60%, tu le disais Tom, du business de Google, c'est l'ADS. Donc l'ADS valorise, Google valorise
les clients qui font du Google Ads dans le référencement naturel, parce qu'il leur donne des quality scores, il leur donne des bonnes notes en termes de pages de référence, c'est une note de 0 à 10, qui permet de vous dire si par rapport à cette requête, la page est bonne ou pas. Et ceux qui font du SIA, on a eu des clients qui nous ont dit, maintenant qu'on fait du SIA, on a trop de trafic naturel parce que ça a valorisé, ça a renforcé notre position sur certains mots-clés. Donc moi, j'activerai les deux, lièvre, tortue, le SEO en long terme, mais attention, ça prend du temps et ça dépend des budgets qu'on a, et le SIA et surtout Google Ads, évidemment, pour générer des leads qualifiés en continu. Est-ce que du coup, on pourrait résumer par en disant que le SEO, c'est la pérennité et le SIA, c'est la prédictibilité? Ouais, ça permet d'avoir une stabilité, je dirais de la stabilité en termes de lead, parce que le SEO, et ça Tom, tu me diras, mais j'ai l'impression en ce moment que chez Google, ça bouge beaucoup. Ça change énormément puisqu'ils sont en train de se chercher avec l'IA et les nouveautés. Donc je sais qu'on est passé du on-site au out-site. Il y a pas mal de gens qui ont perdu leur référencement naturel. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire du naturel et de produire du contenu. Et c'est pour ça qu'Eskimosella, ils le font extrêmement bien. Mais c'est dur de faire du référencement naturel et de se positionner dans les premiers résultats pour générer du clic. Avec le SIA, on paye que au clic qu'on génère. Donc on est sûr. Non, j'ai rien à ajouter. Écoute, c'est une très bonne synthèse. Après, je dirais qu'il y a des cas où moi, je ne conseillerais pas de faire du SEO. Quand on a des univers concurrentiels qui sont extrêmement bataillés par des très très gros acteurs avec beaucoup de moyens, avec justement une très très forte autorité de marque, je déconseillerais à quiconque qui a un tout petit budget, comme tu le disais, à 1 000 € par mois, d'aller s'y frotter. Là, il va falloir trouver d'autres moyens pour arriver à trouver ses clients. Et généralement, dans ces cas de figure-là, le SIA est aussi trop cher. Donc, de toute façon, tout dépend. Je pense qu'en marketing digital, il faut se lancer dans des batailles qu'on peut gagner. Donc, arriver à bien comprendre le budget qu'on a, le budget qu'il va falloir déployer pour atteindre nos résultats, les résultats qui sont escomptés. Alors, Paul, j'ai une question pour toi. Tu m'avais dit, je suis passé dans des boîtes où on était de l'euro brûlé à l'euro compté. J'ai fait tout le tas de Tu as fait un petit peu tout ce grand écart. Tu as une boîte qui fonctionne, tu as beaucoup de budget. À un moment, ça ne marche plus. Quels sont les premiers budgets que tu regardes et quels sont les KPIs que tu regardes pour justement sauver le navire et éviter du coup de trop cramer en ads pour éviter de ne pas être rentable? Compliqué la question. En tout cas, dans toutes les boîtes où j'étais, l'euro était regardé au plus près, même s'il y en avait beaucoup. Et ça, moi, j'ai adoré dans cet univers Gorillaz. C'était des experts. On avait des équipes absolument dingues là-dessus qui venaient qui étaient très bons. On était accompagnés par des super agences. Donc, on a tout de suite fait très attention. On nous a reproché de brûler de l'argent, mais on en a dépensé, certes, beaucoup, mais il était à chaque fois, on savait où il allait et pourquoi. Donc, après, les coûts qui sont coupés, c'est les plus gros et c'est ceux qui ne sont pas prioritaires. À un moment, quand le marché s'est retourné, il fallait faire augmenter le panier moyen et c'était la seule priorité. Et il fallait re-rendre les magasins qu'on avait ouverts rentables. Donc, on avait beaucoup de travail sur la localisation, sur des choses plus localisées. On devenait plus opportuniste en se disant on n'est pas là pour faire l'acquisition en mettant des millions, en voulant être premier des plateformes de téléchargement d'app, parce que d'abord, on n'était plus que dans 10 villes. On a repris une communication beaucoup plus locale et territoriale, typiquement. Et on a coupé les gros budgets qui coûtent cher et qui ne sont pas précis et dont on ne sait pas quel est l'impact direct sur la ligne de business importante. Et toi, Alexia, tu as écrit un livre sur le marketing durable en termes de KPIs et de finances. Est-ce qu'il y a un chapitre dedans qui explique, voilà, je suis directeur de mon entreprise, je suis FO, je suis CMO, j'ai mon budget, comment je gère un petit peu ces KPIs à finance pour du coup me retrouver dans une boîte qui dans 5 ans, 10 ans soit encore là avec des budgets pérennes et qui produisent du lead? Complètement. C'est un livre-outil qui est justement à destination des marketeurs, des patrons d'entreprise et qui te donne un vrai itinéraire pour penser de manière responsable ta croissance en la mappant comme il faut, en utilisant des outils dont tu pourras avoir besoin selon ton secteur. Et je l'ai pensé avec des fils rouges, des cas fils rouges. Donc, au fait, tu as tout. Tu as une start-up, tu as un grand groupe, tu as un centre de formation, tu as un solopreneur. Enfin, j'ai pris 8 typologies d'entreprises justement pour donner toutes les clés à tout le monde avec une boîte à outils. Donc, après, à toi de créer ton système d'acquisition le plus vertueux possible. Et je veux dire, j'ai même penser à ton équilibre pro-perso parce que pour durer, en fait, il n'y a pas seulement ton entreprise, il y a toi, ton mindset, toi-même. Comment tu fais pour tenir une entreprise? Je veux dire, autour de la table, on a des entrepreneurs, des personnes qui, en tout cas, portent des boîtes depuis pas mal d'années. C'est pas facile. La réalité, c'est qu'il faut tenir la distance aussi, quoi.
Donc, tu as l'itinéraire pour durer le plus longtemps possible. Et c'est ça qu'on veut, en fait. À la fin, toi, tu as envie, quand tu crées ta boîte, que ça dure le plus longtemps, de transmettre quelque chose, de laisser quelque chose, en tout cas, à la pérennité. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Ok. Alors, j'ai une question un petit peu marrante. Je la réserve pour ce podcast pour vous quatre. Demain, vous êtes le dirigeant du CEO Club. Donc, le CEO Club, c'est quoi? C'est un club de dirigeants qui réunit des dirigeants, des CEO qui font entre 100 000 et 100 millions. On les réunit, on leur fait faire passer des bons moments, on leur permet de réseauter, de s'apporter de la connaissance, de résoudre leurs challenges. Et vous êtes en charge de piloter ce budget d'acquisition pour le CEO Club. Qu'est-ce que vous feriez demain? Ah, tu nous fais travailler gratuitement, c'est là. Je pense que je ferai du contenu. J'essaierai d'avoir une grosse présence sur LinkedIn. Et ce que tu fais là aujourd'hui, c'est-à-dire du contenu riche en podcast que tu vas certainement repurposer après en short YouTube, en short LinkedIn. Nous demander à nous invités de publier aussi les vidéos issues du podcast sur chacun de nos profils pour étendre et atteindre nos communautés à nous. Donc je pense que je miserai clairement tout sur le content marketing social. C'est combien le budget? De limite. Non, je rejoins totalement LinkedIn et là où sont vos audiences, votre cible. Vous êtes en train de passer super. Moi, on vous voit beaucoup. Vous construisez une communauté, donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cet engagement de la communauté, de ces gens qui vont vous suivre et qui vont vous être fidèles parce que ils vont être vos ambassadeurs, c'est eux qui vont suivre et qui vont en parler. L'effet démultiplicateur de j'ai passé une super soirée, un after work où j'ai pu échanger avec des pairs, où j'ai appris quelque chose. A priori, si on te retrouve sur LinkedIn et qu'il y a le bon lien pour avoir plus d'infos, c'est comme ça qu'on vous trouve. Je pense que l'Ads aussi peut être intéressant pour trouver des cibles relais. Par exemple, des requêtes autour de clubs d'affaires, comment développer mon entreprise, comment rencontrer des entrepreneurs, des gens qui vous suivent pas forcément encore sur LinkedIn, qui vous connaissent pas, donc qui sont pas dans votre réseau et qu'on va réussir à amener sur votre site internet pour après, pourquoi pas les ramener justement sur LinkedIn. Là aussi, c'est en ça que l'Ads peut être pas mal. Communauté, ambassadeur, contenu nurturing à fond. Merci pour tous ces précieux conseils. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en tout cas. Alors, on va arriver sur la fin de la conclusion du coup de ce live talk. En tout cas, c'était vraiment passionnant de vous écouter parler. Moi, j'ai appris plein de trucs. C'était vraiment top. Je pensais pas qu'on allait aussi profond dans plein de sujets liés à l'acquisition. Mais vous, de votre côté, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir d'un des invités? Et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit un des invités ce soir? Si je t'en prie. Alors aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est déjà qu'on est sur un domaine, le digital, qui est en mutation. On va saupoudrer ça de un peu d'RSE. Donc on a appris plein de choses avec du RSE, mais il y a aussi l'ERP qui revient parce qu'on est back to basic. Donc en réalité, on est en train de muter, on doit le faire de façon responsable, mais il ne faut pas oublier nos piliers, les fondamentaux qui nous permettent d'avoir de la croissance. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin, il y en a plein, et qu'à la fin, on est toujours pour avoir une stratégie bien pensée, efficace et pertinente dans le sur-mesure finalement, puisque tu dois t'adapter à ton persona, à ton secteur, au canal un peu malin du moment qui va bien marcher. Et puis penser toujours pérennité en se disant la machine à cash, elle n'est pas tout le temps là. Donc, ne pas oublier, encore une fois, la donnée environnementale qui est essentielle aujourd'hui. Ça, tu retiens quelque chose que tu as amené toi. Moi, je ne connaissais pas ce concept de green growth. Peut-être que je l'ai rebaptisé là d'ailleurs au passage. Une maison d'édition y a cru, tu vois. Donc... j'ai hâte de creuser avec toi, même en antenne, parce que l'émission ne peut pas tenir sur 2 heures. Mais du coup, c'est un concept qui me donne envie de creuser. Cool. Merci. Je rejoins sur cette boussole, en fait. On voit que les entreprises doivent avoir une boussole pour tenir et après faire des arbitrages. Et ce que je retiens, c'est que ce n'est pas le SEO ou le SIA ou le RSE ou les PR, c'est parlez-vous, accompagnez-vous. Et j'ai adoré, c'est que souvent vous avez dit, il y a des boîtes à qui je dirais, faut pas le faire, c'est pas bien pour toi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est super, c'est qu'on est tous beaucoup plus responsables dans la manière dont on vend des solutions, ou les agences vendent des solutions, ou nous, en interne, on vend à nos décideurs, aux personnes qui vont prendre la décision. Et à côté, avant, on s'amusait un peu,
On veut faire du TikTok parce que c'est à la mode et qu'on veut dire à ses potes qu'on a fait du TikTok. On va avoir sa page Instagram parce que son fils a dit que c'était sur Instagram. Ce que j'appelle souvent le fait du prince quand un DG arrive en disant mais pourquoi on n'est pas sur Instagram Mon fils il a dit que c'était super d'être sur Instagram. Donc ça c'est vachement bien et je pense que c'est hyper intéressant. Et pour rejoindre, c'est qu'il faut se parler entre pairs, il faut échanger de manière transparente pour s'apporter de la valeur et aider ces boîtes à grossir de manière cohérente et sans avoir cette course toujours à qui va dépenser le plus, parce que l'argent n'est effectivement pas illimité. Écoutez, en tout cas, merci à tous les quatre. C'est la première fois qu'on avait autant d'invités ce soir sur un live talk. C'était ultra passionnant. Merci Mickaël de nous avoir ouvert les portes de Google Ads. Merci en tout cas à Paul de nous avoir expliqué toutes les stratégies offline et offline qu'on peut faire, notamment la stratégie, les relations publiques. Merci Alexia pour cette touche de marketing green digital et durable qui fait qu'on va tous avoir des boîtes ultra pérennes. Et merci Tom aussi de nous avoir expliqué les dessous du SEO et tout ce que tu as fait pour tes clients. C'était vraiment passionnant de vous écouter. On va tous se retrouver ensemble pas très loin ce soir pour le CEO After Work autour de l'acquisition digitale. Donc, on va continuer les conversations autour de table avec une 50aine d'invités. Et pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur comment rejoindre ces soirées CEO After Work, il y aura un lien dans la description pour être invité à une prochaine soirée sur un autre thème qui sera aussi passionnant. Merci à tous les quatre. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors,